Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Donc pour ce nouvel épisode, nous sommes avec Christine Ollier. Donc bonjour Christine. Bonjour, merci de me contacter pour enchanter vos auditeurs. Merci déjà de prendre le temps pour qu'on puisse réaliser cet entretien à distance. Donc pour essayer de vous présenter en quelques phrases, donc vous êtes historienne de l'art, commissaire d'exposition et spécialiste d'art contemporain et de photographie contemporaine ainsi qu'en communication culturelle. Après avoir été antiquaire spécialisée en XVIIe et XVIIIe siècle, vous avez été directrice d'une galerie d'art contemporain à New York de 1990 à 1993. Vous avez cofondé la galerie Les Filles du Calvaire, donc qui est une galerie d'art contemporain et de photographie avec Stéphane Magnan, et vous avez été la directrice artistique de cette galerie de 96 à 2016. Et en tant que présidente de l'association ACT, donc ACT, Art Communication Théâtre, de 89 à 2004, vous avez participé à l'élaboration de nombreux projets artistiques en réseau. Donc, je vais en présenter rapidement trois. Donc, il y en a en 2001, le Prozac Causa Mental Paysage, qui comprenait une quarantaine d'expositions et de photographies dans 4 pays, donc autour de la question du paysage. C'était un projet en collaboration avec Emmanuel Hermange, critique d'art. En 2002, un échange culturel international Paris-Brooklyn. Et en 2016, vous avez cofondé la foire d'art contemporain Show Off qui avait lieu à Paris, avec entre autres Magda Daniz, Éric Dupont, Patricia et Olivier Houg, Stéphane Magnan, Vanessa Gang. Donc il s'agissait de la première foire off conçue en parallèle de la FIAC. Et en 2016, vous avez décidé de quitter la galerie Les Filles du Calvaire et de participer au projet Les Champs des Impossibles. Donc vous nous expliquerez au cours de cet entretien en quoi consiste cette initiative. Donc pour commencer, pourriez-vous revenir sur votre parcours professionnel jusqu'en 2016, donc en commençant par la formation que vous avez fait? Alors, j'ai plusieurs formations. J'ai une formation en communication qui était à l'époque un DUT de com, mais pas n'importe lequel, puisque c'était fait par les fondateurs du CELSA. Donc, j'ai eu le droit à un enseignement assez professionnel, assez hors pair à l'époque, qui m'a appris ce qu'était la stratégie, au-delà de ce qu'est la communication habituelle. Donc, savoir développer, que ce soit un produit, un projet, un artiste, un événement, en tant que stratégie avant tout. Après, très vite, je me suis un petit peu ennuyée dans ce secteur. Bon, j'avais une association avec laquelle on montait des projets pour des sociétés qui permettaient de développer des événements communication et donc qui alimentaient, si vous voulez, un fonds monétaire pour pouvoir soutenir des artistes déjà à l'époque. Donc ça, c'est ACT, Art Communication Théâtre. Et puis, pour gagner ma vie, je suis devenue antiquaire parce que dans ma famille, c'était un chemin possible. Après, là encore, peut-être boulimique de travail, j'ai décidé de faire des études en histoire de l'art pour compléter ma formation et aller dans le sens de ma passion, qui était effectivement l'art contemporain. Et très vite, je suis passé d'antiquaire à Broc pour pouvoir passer le concours des conservateurs. Mais là, j'ai rencontré une personne un peu d'autrichontienne, qui était Maurice Margoulès, un Américain, qui m'a donné les clés d'une galerie pour faire un peu ce que je voulais là-dedans, et donc avec un investissement lourd. Après, c'était en pleine crise de l'art contemporain à New York, c'était assez fabuleux comme histoire. J'avais 25 ans, donc je suis parti, et du coup, j'ai pas passé le concours des conservateurs. Après, quand je suis revenu, c'était déjà compliqué puisque j'avais beaucoup de cordes à mon arc. J'en ai mis une dernière qui était le développement culturel en passant un DESS, dans la mesure où, à l'époque, il y avait une formation qui avait été annulée, qui était la formation d'Amphiac, qui était destinée aux directeurs des établissements culturels. Et excusez-moi, pourquoi vous avez décidé de revenir en France? Pourquoi? Parce que je m'entendais pas avec mon partenaire, que j'avais des soucis familiaux, comme
beaucoup de gens ont. Ma mère était malade, donc je suis rentrée. Et je suis rentrée parce que quelque part, si j'aimais beaucoup les États-Unis, j'ai toujours eu ce rapport un peu au sens civique. Donc je voulais effectivement, bon, ça peut paraître peut-être pompeux, mais c'est assez juste, faire profiter mon pays de mon talent et d'essayer de faire bouger les choses chez moi plutôt qu'ailleurs. Voilà, ça paraît peut-être un peu idiot ou naïf, mais en tout cas, j'ai toujours cherché à développer des actions qui donnent du sens, je dirais, à la vie civique et à la vie intellectuelle. Que ce soit dans le cadre marchand ou non marchand, c'est pareil pour moi. Et donc de retour à Paris, vous vouliez travailler dans une galerie. Vous aviez déjà une idée ou enfin comment s'est fait le retour? En fait, moi, j'ai créé une biennale pour les artistes en banlieue de 90 à 96. Et c'était très intéressant, très passionnant. Et c'est là où j'ai rencontré Stéphane Magnan, qui m'a proposé de travailler avec lui. Il avait un superbe lieu, donc on a changé, je dirais, d'outils et de moyens, puisque Stéphane, à l'époque, et pendant tout le temps de notre collaboration, apportait un financement, une base de financement, et moi, je développais derrière. Ce qui permettait d'avoir une sécurité par rapport à un outil de développement qui soutenait les artistes, puisque la galerie Échille Calvaire n'était pas qu'une galerie, c'était vraiment un outil de diffusion très important. Et en quoi consiste le travail de directeur artistique dans une galerie? Pour les personnes qui ne connaissent pas, voilà, quel est un petit peu en quoi ça consiste? Alors, une directrice artistique habituellement, c'est pas tellement. Enfin, moi j'ai toujours travaillé avec des gens, et puis j'aime bien le nom de directrice artistique, mais en gros, il y avait un directeur et un propriétaire qui était Stéphane Magnan. Moi j'étais salarié, donc j'ai pris le nom qui me convient le mieux, qui est directrice artistique. Mais en gros, c'est aussi bien faire je dirais le boulot classique de directeur, c'est-à-dire gérer le budget, veiller à que tout marche bien à ce niveau-là, au niveau administratif aussi. C'est aussi un travail alors ce qui est plus spécifique peut-être au terme artistique, c'est aussi être directrice de production et de suivre les artistes. Donc voilà, c'est un peu ce que je mets en avant dans mon métier, c'est de donner à voir, donc l'aspect curator, l'aspect commissaire d'expo, vous choisissez le terme que vous préférez. Mais au-delà de ça, c'est aussi amener un artiste à créer une œuvre, un projet, un nouveau projet, lui permettre de le diffuser, de l'éditer et de le produire. Donc c'est tout ça, directrice artistique. Donc ça s'appelle une DA en fait. Et comment était le paysage de la photographie à ce moment-là quand vous avez lancé la galerie et puis du coup en 96 et puis quelles sont un petit peu les grandes tendances que vous avez pu voir à travers ces années? Alors bon, je pense que ça vient aussi d'une façon peut-être ambivalente pour de quelqu'un qui me connaît. En fait, ça vient de mon parcours personnel d'une part, puisque je dirais qu'en étant historienne et 17e-iste, j'avais un rapport à la peinture qui tournait vers l'abstraction, mais par contre, tout le rapport au sujet passait par la photographie. Et je revenais des États-Unis où la photographie était prépondérante. Vous aviez sur le champ américain une peinture abstraite très forte, très peu de peinture figurative, mais par contre, la photographie avait totalement sa place. Je me souviens au MoMA, on avait de la photographie dans les galeries de peinture, il y avait des expositions très importantes, alors qu'en France, on était vraiment très très en deçà, on était balbutiant, on avait ce problématique ou cette polémique entre photographie plasticienne, comme Régis Durand avait pu la nommer, et une photographie qui serait reporter, documentaire de l'autre. Je me souviens qu'en 96, à la Biennale que je faisais à Champigny-sur-Marne, j'ai exposé sur 49 ou 47 artistes 22 ou 25 photographes qui étaient à la fois plasticiens, reporters, documentaires, un peu en mélangeant exprès un peu tout le monde, ce qui m'a valu d'ailleurs une ovation à Visa pour l'image. Et quand j'ai ouvert juste derrière avec Stéphane, on a commencé par faire une saison photographique qui montrait, je dirais, une photographie française contemporaine qui était un peu sur le trottoir. Je veux dire, à part quelques galeries très rares,
qu'on peut citer, qui est, par exemple, à l'époque, il y avait Anne de Villepoix. Bon, évidemment, il y avait des galeries photographiques plus classiques, comme Chaumette, comme Françoise Pavieux, qui existe toujours, mais il y avait très très peu de galeries d'art contemporain qui montraient de la photographie. Et moi, la gageure que je voulais mettre en place, c'était effectivement de positionner la photographie dans le champ de l'art contemporain. Alors, bien m'en a pris, mais on m'a pris pendant très longtemps pour une galerie de photos, alors que c'était pas le cas du tout. Aussi, pourquoi on m'a pris pour une galerie photo? Parce que quelque part, on a ouvert juste avant, je dirais, le démarrage ou l'explosion de l'audimat de la photographie contemporaine en France, qui était liée en grande partie à l'aventure de Paris Photo, de Rick Cadella, qui a amené les marchands américains, qui a créé une sorte d'engouement et qui a fait que la photographie contemporaine a trouvé un début de marché. Donc effectivement, moi j'étais très bien positionné là-dessus. En plus, on avait fait vraiment un effort pour les artistes français, j'insiste, parce qu'à l'époque, il y en avait quand même très très peu en Guyane. Au niveau des collectionneurs et des amateurs, déjà quel profil ils avaient un petit peu à cette époque-là, et puis pareil, est-ce que vous avez vu une évolution, peut-être une diversité, enfin voilà, au niveau des collectionneurs de photographie? Alors, au départ, il y avait pas ou peu de collectionneurs de photographie, et en tout cas peu de collectionneurs de photographie contemporaine. Il y avait le marché du vintage qui existait, donc qui s'est développé d'une façon parallèle. Par contre, la photographie contemporaine, c'était très peu de gens, c'était quelques institutions et c'était tout. Après, il y a eu plusieurs passages qui ont finalement aidé l'art contemporain au sens large. C'est d'abord que le marché qui était plus un marché d'antiquaire en termes de placement et d'investissement en France, c'est devenu plutôt, on s'est tourné plutôt vers le design en quelque sorte, et de là, parce que c'est toujours lié la décoration et la collection, on s'est tourné effectivement sur l'art contemporain. De même, les collectionneurs d'art moderne ont évolué vers de l'art plus contemporain. Donc, et de là, ils ont évolué vers la photographie. Parallèlement, il y a une démocratisation, je dirais, qui a profité à la photo, mais qui est peut-être engendrée par ce marché, qui est de dire que on a tout un nouveau public qui est apparu à partir de fin des années 90 et surtout dans les années 2000, donc des gens plus jeunes et qui venaient d'une culture de l'image et donc qui se ruaient plus vers la photographie que la peinture abstraite. J'ai fait le même travail, si vous voulez, en peinture abstraite que j'ai fait en photo, pour le développement en termes d'exposition, d'apport critique, puisque j'ai toujours travaillé beaucoup avec des critiques. Ça concernait très peu de gens. Quand je faisais une expo, je dirais de photos, il y avait 800 personnes au vernissage. Quand je faisais un vernissage de peinture abstraite, on était 200. Et puis, in fine, le public était très institutionnel et il y avait très peu d'engouement collectionneur côté peinture. Après, le champ de la peinture a changé, le figuratif est revenu, donc bon, tout ça peut changer. Mais en tout cas, la photographie s'est développée grâce à tous ces phénomènes-là. Et comment s'articulaient les projets que vous faisiez avec l'association ACT et la galerie? Alors moi j'ai gardé toujours une liberté d'action avec Stéphane. Lui il était déjà engagé sur la galerie. Bon, moi j'ai développé le chiffre d'affaires et de là, grâce au chiffre d'affaires, une équipe. Quand je suis parti, on était 7. Au début, on était 1,5. Donc ça a permis, si vous voulez, l'aspect marchand, non seulement de nourrir les artistes qui vivent un peu de leur travail, mais aussi de monter une agence de prod de la galerie, parce que 7 personnes, c'est énorme. Et 2 ans avant de partir, j'ai fait faire des statistiques qui m'ont même moi-même étonné, puisqu'on avait plus de 60 expos extérieures par an générées par la galerie. Au-delà même des demandes, je parle pas des expos collectives ou de demandes occasionnelles, c'était vraiment un système de coproduction que j'ai mis en place et qui d'ailleurs est repris par tous les centres d'art aujourd'hui, qui était de dire on se met à plusieurs autour d'un artiste et d'un projet de création et on développe et on met le peu d'argent qu'on a chacun dans la balance. La galerie était en partenaire, c'est-à-dire qu'elle n'était pas juste demandeuse d'exposition ou de soutien. Donc on était sur un travail vraiment de production qui change complètement la donne.
Je sais pas si je réponds entièrement à la question, mais c'était très important. Et en termes de photographie, ce qui était formidable, c'est qu'il y avait tout le réseau de la photographie qui était existant avec tous les festivals. Je pense à mon ami Rui Prata qui était à Braga, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a montré quasiment tous mes artistes et pour lequel j'ai servi de relais en France pour qu'ils découvrent d'autres artistes. Évidemment, il y avait Arles, mais il y a énormément de festivals dans le monde entier. Donc ça, c'était assez, je dirais, facile de convaincre un milieu qui est quand même qui était particulier. Aujourd'hui, il est différent. Je pense que les gens sont moins liés les uns aux autres. Mais il y avait une sorte de confrérie, en quelque sorte, de la photographie, du milieu professionnel. On se reconnaissait à ce qu'on aimait et à ce qu'on défendait. Pourquoi vous pensez que c'est différent ? Parce que l'art contemporain est d'abord beaucoup plus argenté au départ. Financièrement, l'art contemporain se développe d'abord, je vous rappelle, sur la scène américaine et allemande. Le loto anglais aide beaucoup à que le marché anglais s'ouvre. La France reste quand même toujours un peu, je dirais, à la traîne de tout ça. Bon, le marché est très très international. Le marché photo était quand même moindre. Et ce qui faisait qu'en fait, le travail pour les photographes au départ était plus dans la monstration et la production que dans la vente. Je veux dire, le marché a rattrapé un réseau qui était préexistant et qui est différent, je maintiens, de celui de l'art contemporain, puisqu'on a, très clairement, il y a des musées, des festivals qui sont consacrés à la photo, indépendamment des musées d'art contemporain qui peuvent montrer de la photo, bien sûr. Enfin, musée ou institution. Hein. Et de la même manière, si vous regardez les centres d'art, très peu montrent de la photo, ou alors une certaine partie de la photographie, mais pas la totalité. Moi, j'ai eu des artistes qui ont eu des très bonnes carrières en tant qu'artistes contemporains, et non pas en tant que photographes alors qu'ils l'étaient, et vice-versa. Donc, je sais pertinemment qu'il y a vraiment deux voies pour la photographie contemporaine. Et c'est très intéressant de jouer des deux. Moi, personnellement, je suis toujours sur ces deux chemins. Je ne les quitterai jamais. Le projet que je développe est évidemment met en avant la photographie, mais pas que, et je tiens énormément à ça. Est-ce que vous avez vu des évolutions au niveau aussi des photographes dans la façon dont ils prennent des photos, dont ils les diffusent, sur les 20 dernières années? Est-ce que vous avez vu des évolutions au niveau des photographes? Donc là, on a vu un petit peu le marché, mais aussi au niveau de la création. Alors, au niveau du langage photographique, oui, je dirais la photographie contemporaine a énormément évolué de sa renaissance. Hein. On peut qualifier la photographie contemporaine après la photographie humaniste. Donc, elle démarre, je vais pas vous faire un cours, mais dans les années 60-70. Mais en gros, la photographie contemporaine, si on prend la scène anglaise, c'est Martin Parr, Karen Knorr, etc. Et les suiveurs derrière, c'est Burgin, bien sûr. Et juste derrière, vous avez des gens comme Paul Graham et lui-même Paul Sirac qui le suit. Donc on est dans les années 80 sur une explosion des langages, des postures aussi, avec une photographie dite documentaire, où on va pas refaire l'école de Chevrier, une photographie qui se veut non photographique, la photographie objective. Enfin bon, à ce moment-là, j'invite les gens à courir après mon livre Paysage Causamental qui raconte pas mal de cette aventure-là. Mais en gros, on a donc une explosion des langages et à partir des années 2000, je dirais qu'on est dans une sorte de liberté et un foisonnement qui entraîne deux choses, un peu la redite, puisque malheureusement, je dirais, beaucoup d'artistes sont pas assez cultivés pour comprendre qu'ils font pas forcément du neuf. Mais en même temps, à travers ces relectures de langage, de techniques, de savoir-faire, de tout ce qu'on veut, on voit apparaître, je dirais, et ça c'est assez français, mais pas que, donc une tendance un petit peu plus poétique, plus d'écriture, qui peut passer par les archives, qui peut passer par une cuisine technique qui donne, je dirais, une prédominance à l'accident, à la sensibilité. Il y a évidemment l'atelier français qui a existé avant. En France, on a toujours une photographie d'auteur. Et par ailleurs, tout ce qui est reporter, etc., change complètement grâce notamment avec
je dirais pas l'école, mais bon, l'influence d'un Christian Cojol et des artistes qu'il a sélectionnés à l'époque, dès les années 80-90. Donc on a effectivement des bascules extraordinaires au niveau de la photographie, et c'est passionnant. J'ai une question qui est liée à une autre, c'est quelles sont les grandes difficultés, enfin qu'est-ce que vous avez trouvé difficile en tant que directrice artistique de galerie, et puis pourquoi vous avez quitté la galerie? Les difficultés, c'est tous les jours, madame. Je dirais que ça m'a toujours fait marrer quand, je sais plus, je répondrais euh, par une anecdote, une jeune stagiaire qui vient me voir et je pose toujours les mêmes questions. Enfin, pourquoi vous voulez faire un stage avec moi? Ah bah parce que je veux faire du commissariat d'expo. Je dis, écoutez mademoiselle, le commissariat d'expo, c'est dans les chiottes après les avoir nettoyés, dans le métro éventuellement, dans l'avion si vous n'êtes pas complètement épuisé, mais c'est quand même assez rarement ce qu'on fait tous les jours. Donc oui, les difficultés, je crois que c'est un métier qui est aujourd'hui plus que jamais très difficile, que ça soit dans une société marchande ou que ça soit institutionnellement. Là aujourd'hui, je mène un projet qui est public-privé. Je peux vous dire que je cours après 3 sous de subventions, que ce soit des aides privées, que ce soit des aides publiques. C'est un métier extrêmement difficile et qui demande, je dirais, à la fois une énergie soldatesque, presque militaire, parce qu'il faut quand même savoir enfoncer des portes qui ne sont pas ouvertes, et puis avoir, je pense aussi, je dirais une ambition, non pas une ambition égotique parce que ça n'a pas de sens, mais bien une ambition pour l'objectif. Hein. C'est ce qu'on, je parlais stratégie tout à l'heure. Je pense que si on veut déplacer un brin d'herbe, vaut mieux déplacer une montagne d'abord et ranger les brins d'herbe ensuite. Je crois que en fait, il faut beaucoup mieux avoir l'ambition d'un vrai projet. Ça, je l'ai appris peut-être parce que c'est comme ça que je fonctionne, et donc pourquoi j'ai toujours gardé mon association, c'était pour aussi faire des projets importants. Paris-Brooklyn, les gens ont tendance à l'oublier. C'est un projet que j'ai monté avec la ville de Paris, avec l'AFA, donc l'Institut, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, l'Institut français. À l'époque, c'était Janine Bourdet qui était directeur des affaires culturelles, c'était Olivier Paulin d'Avor. Après, ils ont voulu que je fasse Paris-Berlin, Paris-Rio. Je leur ai dit non, cadeau, je vous donne tout. Mais en tout cas, ce projet, je l'ai monté avec un mec qui était formidable, qui était Alun Williams, qui était de l'autre côté. Alun a refait un projet, Clean Montréal. Après, la France a repris, puisque Paris avait signé donc avec d'autres capitales. Bon, après, moi, l'intérêt de suivre ça... c'était pas forcément mon but. Ce qui est important, c'est de savoir concevoir des projets et puis de les mener à bien. Après, s'il y a d'autres gens pour les faire, tant mieux. Bon, après, on m'a piqué pas mal d'idées, mais ça, c'est pas grave. Après, c'est bien de les appliquer. Moi, je pense aujourd'hui, par exemple, à ces jeunes femmes qui ont repris Paris Saint-Germain et qui font un festival tout à fait intéressant. Je trouve ça formidable. Je crois que c'est très important d'avoir une sorte de liberté et une envergure dans l'action, dans les actions qu'on mène. Alors, pourquoi j'ai quitté la galerie, c'est ça? Écoutez, j'ai toujours dit que jeune fille n'irait pas édenter sur mon bar. J'ai 57 ans, je suis partie à 54, 55. Stéphane Magnan voulait reprendre sa galerie. L'équipe est là, le bateau est là. Il y avait les artistes. Je pense que j'avais aussi d'autres choses à faire dans ma vie et c'est pas là, ça sera ma 3e vie. Et j'ai très envie depuis très longtemps de monter ce projet qui est Présentez-nous du coup le projet. Alors, Impossible, c'est un projet casse-gueule, je le dis d'avance, puisque l'idée que j'ai derrière ça, c'est de monter une sorte de centre de rencontre qui reprend en fait tous les aspects positifs des structures publiques françaises, c'est-à-dire l'aspect centre d'art, l'aspect collection, mais pas musée, plutôt artotex, c'est plus souple. Un espace de résidence et de production, puisqu'au départ, je rappelle que les centres d'art étaient des lieux de production, c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Bon, il y en a certains qui ont encore des espaces de production, comme à Nevers, mais on manque un peu de cette possibilité-là, alors dans le monde entier, vous avez des résidences d'artistes partout, et je pense que en France aussi, hein, mais je pense que des lieux qui soient à la fois des lieux de résidence et de production et de monstration, c'est quand même très important.
pour les artistes, et ça permet, je dirais, de développer une scène artistique en regard du marché. Hein. Il ne s'agit pas d'être contre ou complètement distinct, mais au contraire, moi je travaille avec des galeries super, mais en tout cas un espace de respiration comme ça, et de construction et de diffusion d'une scène. En plus, je rajoute là-dessus, je reviens à mes amours de départ, qui étaient de dire que, parce que quand vous avez une galerie, vous n'êtes pas quand même du côté du grand public, vous n'êtes pas sur l'aspect socio-culturel, vous n'êtes pas sur la médiation pour les enfants, et je pense que le public français a besoin je dirais, vous avez la scène parisienne, vous avez des grandes institutions, mais je pense que c'est important d'irriguer ce qu'on appelle les zones blanches. Et là où je suis, l'Orne, c'est une zone blanche. Il y a très peu de choses. Vous me direz, il y a beaucoup de choses, hein, on peut dire ça. Il y a des choses en musique, au spectacle vivant, en cinéma. Il y a très très peu de choses en art contemporain. Et donc, je suis dans une zone que j'adore, qui est le Perche. Et stratégiquement, c'est très bien placé pour développer un nouveau projet. Alors le projet en lui-même donc réunit tout ça, ça va être un lieu, la municipalité donc qui est une toute petite commune a acheté un lieu qui est magnifique, qui est le Moulin Blanchard. J'invite les gens qui sont passionnés, je dirais, de campagne, de patrimoine et d'art contemporain, de venir voir ce parcours. On en a fait une première édition en 2019, on a eu 14 000 entrées pour 11 lieux. La moyenne de visite était quand même de 9 expositions, 9 sites, avec 50% de ruraux, 50% de néo-ruraux, comme on les appelle ici, c'est-à-dire des gens comme moi qui vivent ou à plein temps ou à mi-temps. Et puis, évidemment, tous les visiteurs, les touristes du Perche et alentours, c'est-à-dire qu'on a eu des gens de partout. 14 000 entrées pour une première édition, c'est énorme. C'était une réussite parce que ça s'est voulu grand public, donc avec l'idée de donner à voir de l'art d'une manière très éclectique dans les langages, tout en respectant évidemment un grand niveau de qualité. Et donc, je suis assez ravie. Bien sûr, j'ai pas fait ça tout seul. J'ai ma copine Catherine Philippot de Relations Médias et tous les journalistes qui sont beaucoup des amis, qui ont donné un fort retentissement à cet événement. J'ai mon amie Corinne App, graphiste DA, qui m'a fait une ligne graphique très importante. Bon, et j'ai évidemment ici, j'ai réussi à convaincre au départ, au-delà du maire et des gens convaincus, 150 bénévoles qui sont venus partager ces moments-là et accueillir tous les gens dans les lieux, puisque les lieux sont évidemment gardés. Combien de lieux? En 2019, il y en a eu 11 sites, 13 expos, 12 artistes, je crois. En 2020, il devait y avoir 20 artistes et 18 lieux. Finalement, il y aura 15 lieux, 16 expositions et 13 artistes, si tout va bien. N'est-ce pas, Magda? Et donc, dans l'idée, donc, c'est un temps très fort qui permet à la fois le partage avec les locaux et avec les gens de tous horizons. Donc qui permet de redécouvrir une contrée à travers une culture très contemporaine. Donc je n'invente rien quand je fais ça, hein. L'art dans les chapelles existe depuis très longtemps en Bretagne, ça a beaucoup de succès. Là c'est un petit peu différent parce que vraiment l'idée c'est d'avoir un axe majeur en photographie bien sûr, parce que c'est encore une fois un art très démocratique, mais aussi avec des installations et en favorisant, je dirais, vraiment la résonance entre le lieu patrimonial et le Perche a une architecture aussi bien religieuse que aristocratique, mais aussi vernaculaire, magnifique. Donc on est très très loin de la Normandie du Nord, hein. L'Orne, c'est Perche Sud, c'est quasiment la lumière de la Loire, avec une pierre qui est très blanche, et des volumes magnifiques, assez sobres, assez petits. On parle plus de manoirs que de châteaux, mais en tout cas c'est des vallons magnifiques et donc une campagne très rustique et qui accueille très bien ce genre de projet, je crois. Et les artistes viennent à vous ou c'est vous qui avez déjà une idée avec qui est-ce que vous voulez exposer chaque année?
Alors, les artistes viennent à moi, oui, très nombreux comme d'habitude, mais un peu moins qu'avant. Mais c'est pas du tout comme ça que je travaille. Je suis historienne. Alors, c'est quoi la position d'une historienne? C'est de regarder la scène contemporaine et de voir ce qui émerge. Donc, j'ai toujours un peu travaillé sur des thématiques un peu transversales. Là, pas la première année. Cette année, c'est un peu, c'est une manière aussi de montrer au public comment se raccrocher lui-même à ce art qu'il peut soit ignorer volontairement, soit mépriser, soit peu importe. Mais en tout cas, il peut découvrir ça grâce à une thématique. Et là, elle est très simple. Cette année, c'est l'histoire de l'art. Donc, on est dans l'idée de, par exemple, de ça l'année prochaine. Écoutez, je suis dans le Perche, donc ça sera l'arbre dans toute sa splendeur et sa diversité. C'est un peu un challenge, mais vous aurez l'année prochaine des gens aussi différents que Manuela Marquez, qui sera à Rhino, que Anis Broyer. On va trouver ou Lisa Sartorio, par exemple. Cette année, on est pareil sur des langages très différents. Je préfère que les gens aillent voir le dossier de presse qui est, je crois, en ligne depuis 2 jours. Donc, allez sur le champ des impossibles, vous verrez. Ça commence quand? Alors, ça devait commencer le 22 mai, mais j'ai laissé glisser. Donc, on sera du 4 juin au 4 juillet. C'est plus mémotechnique. Et donc, c'est tous les week-ends. Pour tous les sites, certains sites sont ouverts en semaine, mais la totalité des sites sont ouverts le samedi et le dimanche. Et par ailleurs, je fais des visites guidées le vendredi, samedi, qui permettent de peut-être aussi de découvrir les choses autrement, sachant que le Perche est rempli de gîtes et qu'on peut. Alors, il faut un peu se battre pour réserver, mais c'est pas cher de venir dans le Perche. Vous avez des gîtes vraiment très peu onéreux, des choses très luxueuses aussi. Mais en tout cas, tout le monde est bienvenu à ce moment-là. Et puis, on continuera donc avec un programme d'été qui est un cycle un peu comme le parcours. Donc, l'autre pendant de ce travail, c'est d'accueillir des artistes en résidence, comme je le disais, mais qui sont évidemment au cœur du programme d'exposition. Donc, certains artistes sont présentés dans le cadre du parcours, d'autres pour cet été. C'est un cycle autour de mémoire et ruralité. Donc tout le rapport comme ça de l'art et des artistes par rapport à ce paysage, mais aussi à ses habitants. Donc vous avez une très belle exposition de Guillaume July qui est à la galerie Clémentine de la Ferronnière et qui a fait une première résidence et qui, d'une façon assez totalement fortuite, a commencé à faire des portraits des copains. Ouais. Or, ces portraits étaient magnifiques et ça faisait 30 ans que ce photographe qui photographie Los Angeles n'avait pas fait un portrait en tant que tel. L'écomusée m'en en a acheté une douzaine parce que c'était assez étonnant. C'était donc des gens qui sont des néo-ruraux, donc autant l'écomusée a beaucoup de photographies du monde rural et très peu de cette population qui est très importante dans le Perche. Et donc, du coup, je l'ai réinvité à venir faire une galerie de portraits et là qui mélange toutes les couches sociales et tous les habitants. Donc ça sera présenté au parc naturel régional qui est un de nos partenaires. Vous avez Catherine Poncin qui, par ailleurs. Cet été, du coup, ce sera cet été ou ce sera en juin? Non, ça c'est cet été. Ça, c'est mémoire et ruralité. C'est juste pour donner un exemple. Après, vous avez une autre artiste, Catherine Poncin, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui travaille sur l'archive, et donc qui a fouillé les fonds d'archives ornais à Alençon, et qui, par ailleurs, a été à la rencontre des habitants pour avoir les albums de famille, donc a fait tout un corpus là-dessus, et une troisième personne, Irène Jonas, qui est à la fois sociologue et photographe, donc qui a fait un travail avec les habitants avec une trentaine d'entretiens et auquel j'ai rajouté quand même 2 autres artistes que j'aime beaucoup, Pierre Faure, que je suis depuis pas mal de temps, qui a eu un ou 2 prix, qui travaille sur ces mondes un peu reculés et perdus des campagnes françaises, qui fait un travail assez étonnant avec les sociétés Emmaüs, Secours catholique, Secours populaire, depuis des années, et qui va à la rencontre je dirais pas de la misère, mais de l'humanité un peu perdue de la France. C'est un travail noir et blanc qui est très beau. Et Nicolas Criff, qui est un artiste que j'aime beaucoup, que je montre à la fois sur le parcours et à la fois pour mémoire et ruralité, puisque c'est un artiste qui travaille, un photographe qui travaille depuis une vingtaine d'années dans le coin et qui a fait un très très joli boulot sur les commémorations dans le pays perche chartois,
qui est un peu entre Tati et donc un travail couleur, mais aussi entre Tati et Martine Parr avec le mordant un peu plus doux quand même. Et voilà, donc c'est donner un peu une autre angle, encore une fois, des regards différents qui permettent, je dirais, aux habitants d'aller voir autre chose. C'est aussi un colloque en fin de cycle en septembre avec, comme l'année dernière, ça sera le deuxième. Donc un travail qui est basé sur l'échange et bien sûr le tout accompagné d'ateliers pour les enfants, pour les adultes, de photos, de tout. Voilà. Donc avec les écoles, c'est ça? Et les ateliers, c'est principalement des actions menées avec. Alors il y a un gros programme sur les écoles, donc un petit peu, je dirais, au ralenti avec le Covid, puisque là les maîtres d'école ont vraiment d'autres choses à foutre. Et donc on va patienter un petit peu, même si on est beaucoup aidé grâce à un fonds de dotation de ce côté-là. Et puis on va bientôt avoir un prix jeune public qui permettra de récompenser un projet d'artiste qui ira dans une école faire un atelier en même temps qu'une résidence de création et une exposition au Moulin Blanchin. Ça c'est à partir de 2022. Mais donc c'est aussi des ateliers pour adultes. Alors que, Ouvert à tout le monde. ah ben oui, si vous allez à Arles, ça vous coûte quand même 300-400, puis après il faut vous loger. Ici, ça vous coûte 30 € d'adhésion à l'année, et alors si vous êtes adhérent, vous payez 20 € par jour pour faire un atelier de photographie à Grégoire-Eloi pendant deux jours. Donc voilà, on est sur des formules extrêmement généreuses, mais grâce évidemment au soutien de la région, de la DRAC Normandie, du département de Nord, du FDVA, de la commune, de la CDC, et je passe un nombre de dossiers incalculables que je remplis chaque année pour avoir ces sous. Voilà, parce que ça c'est la moitié du métier. Oui, c'est ça. Donc au niveau comment dire financière, c'est à peu près les 3/4, c'est ou même 100%, c'est des subventions. Alors non, on est heureusement j'ai un ami avec qui je coproduis et qui est un généreux mécène et qui m'aide beaucoup. On a un fonds de dotation qui nous aide à nous salarier pour l'instant et on peut dire que c'est 50-50. Mais les subventions publiques sont très importantes au sens où elles existent. Par contre, elles sont d'une envergure relativement modeste en regard du projet. Moi, j'avouerais une chose que j'avais pas du tout percutée quand j'ai commencé ce projet, c'est de voir à quel point, je dirais, l'effort au niveau de la culture a baissé, quand je vois tout ce que j'ai pu faire, justement dans le cadre de ces coproductions et de la galerie, je peux vous dire que les budgets nationaux et des collectivités territoriales a fortement chuté et ça rend problématique, je dirais, de défendre un tel projet. D'où l'importance de faire monter le privé. Mais bon, le privé, c'est pas le miracle. Il y a un moment, il faut absolument qu'il y ait un portage politique, mais qu'il y ait surtout un portage en fonctionnement, ce qui est très difficile à obtenir de nos jours, d'autant plus que là, le projet que tout le monde trouve génial tombe en pleine crise culturelle à cause du Covid. Donc ils sont plus en train de sauver les meubles qu'autre chose, mais bon, là, la commune vient de voter donc le chantier, donc on est enfin parti pour de bon et on va passer après une étude sur l'importance de ce projet par rapport au développement économique et social du territoire au-delà de la culture, qui a prouvé l'importance de ce projet. Ben, je pense qu'on va y aller, quoi. Mais bon, c'est 5 ans de travail déjà, et voilà, je donne encore 10 ans après, j'espère que ça sera sur ces rails. Vous devez voir énormément de photographes et vous avez dû en voir énormément dans les dernières années. Est-ce que vous auriez des conseils pour des photographes qui souhaiteraient être exposés dans un par exemple au champ des impossibles, ou alors qui souhaiteraient entrer en contact avec une galerie? Est-ce que vous auriez des conseils assez pratiques entre guillemets, enfin des choses que vous avez vues où vous vous dites si ils font pas ça, ils vont vraiment pas dans la bonne direction? Ben écoutez, je crois que aujourd'hui le réseau est quand même très fort. Bon, faut penser. D'ailleurs, moi, j'essaie d'être labellisé, mais bon, j'avoue, j'y prends pas assez de temps. Mais vous avez un très beau réseau français qui est le réseau Diagonale, qui soutient énormément d'artistes en France. Vous avez le réseau des galeries. Oui, c'est difficile de rentrer.
d'autant plus qu'il y a moins de galeries qu'avant qui défendent la photo. Je dirais qu'il y a soit il y a une surspécialisation d'un côté, les galeries de l'art contemporain ont tendance à en montrer moins, donc ça c'est compliqué. Évidemment, il y a toujours le best-of et les autres. Après, très important pour faire partie d'un best-of, je crois qu'il faut faire ce que j'ai fait pour mes artistes, c'est-à-dire montrer au maximum, donc ne pas hésiter d'abord monter un projet, de trouver des partenaires, même à un niveau individuel. Là, j'ai reçu une jeune femme qui a fait un travail en montagne, par exemple. C'est absurde, mais elle a trouvé 2 communes, elle a trouvé un parc naturel, elle a trouvé des aides. Il y a quand même beaucoup d'aides en province. Alors, il y a énormément de résidences, donc ça, je pense qu'il faut pas hésiter, mais il y a aussi beaucoup de prix. Alors, les prix, c'est très important. Vous avez des soutiens aussi de l'aide photographique du CNAP. On peut pas tout avoir tout le temps, mais je pense que, en moyenne, il faut comprendre que si on a un bon dossier, et c'est très important de passer du temps à monter un dossier qui tient la route, mais si vous avez ce dossier, avec le même dossier et des projets qui sont plus ou moins différents, vous allez pouvoir, au minimum, il faut faire une dizaine de candidatures, voire une trentaine par an. Je sais que c'est très long, c'est très time consuming, mais il y en a toujours un sur 10 qui fonctionne. Donc, je pense que c'est important. Je pense que c'est important, effectivement, de se montrer, d'aller à Arles. Arles reste quand même... faut pas hésiter à faire les portfolios. Et donc, il faut comprendre que quand on applique à un prix, qu'on est sélectionné, vous avez un jury qui regarde ce travail. Donc, c'est important. Puisque les gens du jury sélectionnent. Moi, c'est très souvent comme ça que j'ai pu voir des choses. C'est en me baladant. Personnellement, c'est moi qui choisis. Je veux dire, c'est pas parce qu'un photographe voudra travailler avec moi qu'il va travailler avec moi. C'est pas comme ça que ça marche. On est tous des professionnels, on a tous nos, des champs d'attraction. À tel moment, on va s'intéresser plus à ça ou à autre chose. Mais donc, il faut effectivement essayer de diffuser. Instagram est un bon endroit aussi. Moi, je regarde beaucoup de choses sur Instagram. Bon, après, il faut toujours renouveler, mais le Facebook, l'Instagram, c'est des réseaux qui fonctionnent. Enfin, je trouve que l'Insta pour la photo, c'est pas mal. Mais encore une fois, portfolio review, prix, etc. Essayer de participer à un maximum de festivals et voilà. Et puis surtout être proactif. Je pense que beaucoup trop d'artistes vont attendre d'avoir une subvention, une aide pour faire des choses. Je pense que la photographie aujourd'hui, ça coûte pas très cher. Contrairement à avant, au moins pour faire les photographies, je veux dire, on est plus moins, à moins d'être en chambre argentique, on est quand même sur des coûts moindres. Et puis, du coup, les coûts de production sont moindres. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je travaille avec la Fondation Picto, on fait du tirage prestige, mais si vous êtes doué, tout à fait, vous contenter d'un Picto online, c'est bien conseillé, ça marche bien aussi. Mais voilà, donc je pense que il y a beaucoup de professionnels, il y a différents niveaux de professionnalisme en France, différents réseaux. Je pense qu'un photographe qui veut peut. Il n'y a plus, au sens propre, d'artiste maudit. Bon, après, effectivement, tout le monde n'est pas un découvreur. Un découvreur, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier. Moi, c'est vrai que j'ai toujours donné une grande place aussi bien à la redécouverte de talents importants. Je pense aussi bien à des gens comme Karin Knorr, que John Davis, que Gilbert Pasternak. Mais j'ai aussi donné une grande place à des jeunes. Écoutez, au dernier Arles, c'était Mohamed Bourissa, qui était au Monoprix. Cette année, c'est Smith. Voilà. Voilà, les petits sont grandis et c'est très beau. Mohamed a eu en plus un prix très important pour tout ce qu'il avait montré à Arles, qui était tout ce qu'on avait fait ensemble. Voilà, je crois que c'est aussi malheureusement peut-être rencontrer les bonnes personnes. Mais dans les deux cas, ces deux-là, je leur avais donné ma carte, ils n'étaient pas venus me voir. C'est plutôt, il a fallu qu'on insiste pour qu'ils viennent. Il a fallu que j'insiste pour les rencontrer. Donc voilà, ils pensaient pas pouvoir et ils ont pu et on a travaillé chacun une bonne dizaine d'années d'accompagnement. Je crois que c'est très important d'avoir des gens qui nous accompagnent. Ouais. Donc voilà, moi pour les résidences, écoutez, pour l'instant c'est sur invitation, c'est en fonction aussi des thématiques. Je veux bien recevoir des dossiers, je regarde de toute façon.
On a l'étude, mais bon, encore une fois, la pandémie a mis de côté, mais on avait à l'étude avec le ministère de la Culture et la DRAC, surtout Jérôme Fenin, il y a une commande territoriale que j'aurais aimé mettre en place. Voilà, on essaye d'avoir d'autres mécènes pour donner des prix. Il va y avoir ce prix art contemporain jeune public dont je suis pas peu fier, c'est la High Art Foundation, pardon. Écoutez, je pense que la photographie est un art de passion et de passionné, donc longue vie, quoi. Super, on va terminer sur cette phrase alors. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi,